il faut que moi ou tous les employés, si possible, aiment son travail autant que ses activités. Tu n'as pas de patron. Quand tu travailles d'une façon comme ça, tu insistes l'intelligence collective d'une organisation à discuter ensemble et non pas, comme moi, une tête en 93 qui est devenu un petit comité de direction de quelques personnes des années début 2000, qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir 700 personnes qui peuvent amener des idées, qu'on peut discuter et accélérer une entreprise comme la nôtre. Daniel Mercier, tu es le président et fondateur du groupe ABS, une entreprise québécoise fondée en 1993 qui se spécialise dans l'ingénierie des matériaux, l'environnement, la géotechnique et plusieurs autres domaines connexes. Sous ta gouverne, l'entreprise est passée de laboratoire régional à un acteur majeur important, employant aujourd'hui plus de 700 personnes dans 11 bureaux à travers le Québec et l'Ontario. Récemment, vous avez même accueilli le groupe Ginger comme partenaire stratégique afin de renforcer votre croissance sur la scène internationale. Daniel, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bonjour à toi. Daniel, est-ce que tu pourrais prendre un peu de ton temps au départ pour bien expliquer à notre audience qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour que les entrepreneurs qui nous écoutent soient capables de bien comprendre ton organisation? Donc, Groupe ABS, on comprend qu'en 1993, c'était un laboratoire dédié au génie civil. Donc, le ABS veut dire asphalte, béton, sol. Et année après année, pour être intégré, on a additionné des disciplines dont les études géotechniques, les études environnementales, tout ce qui est métallurgie, sciences du bâtiment, géophysique, pour ne nommer que ceux-là. Que ceux-là, parce qu'effectivement, vous êtes capable maintenant vraiment d'offrir une gamme de services assez importante. Et ce qui est donc fascinant, Daniel, avec ton organisation, on en parlait, je pense, c'était la semaine dernière, c'est qu'on peut dire que vous avez commencé avec la vision « petit train va loin ». Donc, si on se ramène à 93, corrige-moi si je me trompe, mais c'était pas nécessairement dans tes objectifs ou même peut-être inné en toi d'être un entrepreneur. Ça s'est fait un peu par hasard, tout ça, si je comprends bien, là. Oui, tu as raison. Donc, on se comprend que là, les entreprises de 93 versus aujourd'hui avaient des défis très différents. Donc, dans le domaine du génie civil, ça va de soi que le volume de travail n'était pas là. Et moi, en tant que tel, comprenez que j'ai terminé mon bac à l'Université de Sherbrooke à la fin 89. J'ai travaillé à temps partiel dans un laboratoire de génie civil dans la région de Valleyfield pour les 2 premières années. Et je peux te dire, Antoine, que je travaillais que quelques mois par année par manque de travail. Donc, j'avais beau envoyer des CV partout, faire beaucoup d'entrevues. Malheureusement, personne n'a retenu mon CV. Je peux dire qu'aujourd'hui, probablement, certains l'auraient accepté, mais ceci dit, c'était le défi. J'ai eu la chance d'avoir un entrepreneur qui m'avait approché pour dire « Daniel, pourquoi tu ne fais pas nos formules d'enrobé, bitumineux, l'asphalte? » Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir et que j'ai fondé Groupe ABS. On se comprend, là, j'étais loin d'être un homme d'affaires. Comme tu mentionnais, j'étais extrêmement timide. Donc, d'appeler un client au téléphone, solliciter quelqu'un, je dirais, si je parlais à plus que 2-3 personnes, je venais rouge, j'avais un blocage. Heureusement, j'ai relevé ce défi-là en suivant un cours de communication à l'Université de Sherbrooke à Longueuil qui m'a vraiment aidé. Et curieusement, comment que c'est surprenant comment qu'une formation peut changer une personne. Et ça m'a mis vraiment à l'aise. Et aujourd'hui, ben, je suis avec toi, puis je suis heureux de te parler, puis je suis à l'aise de te parler de ma vie professionnelle. Très à l'aise même. Et je pense que c'est une excellente et très belle carrière qu'on va pouvoir décortiquer ensemble. Donc, 93, on comprend la dynamique économique québécoise au niveau de votre catégorie n'est pas la même qu'aujourd'hui. Pour beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, hein, soyons honnêtes, aujourd'hui, il y a de la demande pour tellement de services et les choses ont évolué et pour le mieux. Donc, tu grandis, mais tu as quelques employés à travers les années. Mais est-ce que je me trompe ou ça n'a jamais tellement été ton ambition à ce moment-là de bâtir une grande entreprise? J'ai l'impression, comme tu le mentionnes, c'était un peu pour créer un emploi quasiment, là. Exactement, c'était se créer un emploi. J'ai jamais pensé à devenir une entreprise très importante de 93 à aujourd'hui. Justement, c'était de me créer un emploi, tu l'as bien dit. Et on se comprend que dans les années 93 à les 2000, c'était quand même difficile d'obtenir des clients. Hein. Il y avait la politique, hein, comme on dit. Donc, de travailler pour les villes, municipalités, tout ce qui est public, parapublic,
c'était très réservé à un petit bassin de banque de données, ce qui était très étanche et difficile à percer. On va peut-être en parler plus tard, mais ceci dit, les seuls clients que je pouvais donner des services, c'était le monde privé. Donc, par le fait même, les carrières, les sablières, des usines de béton, les usines d'asphalte. Donc, c'était ces entreprises que j'ai sollicitées pendant plusieurs années. Et par le fait même, bien, ayant commencé seul, bien, j'ai additionné une personne à la fois pour venir à bout de générer une croissance. Et parle-nous un petit peu de ces étapes-là. Donc, je te ramène 7 ans plus tard, début des années 2000. Combien d'employés vous avez à ce moment-là, à peu près, là, au meilleur de tes souvenirs, Daniel? Une trentaine, pas plus que ça. OK, quand même. Donc, tout de même, ça devenait une vraie entreprise. Là. C'est pas j'utilise pas le terme ici de manière péjorative, mais dans le sens où vous faites quelques millions de chiffre d'affaires, tu as une équipe avec toi qui travaille. Et là, il y a un point qui est tellement intéressant, c'est que tu as été dans une catégorie qui était un peu, on pourrait dire, fermée, pour des raisons qui sont connues maintenant de tous et qui, à l'époque, étaient des mauvaises raisons. Et toi, tu étais toujours tenu à l'écart de tout ça. C'est-à-dire, tu ne faisais pas partie du petit cercle fermé. Peut-être que tu peux nous expliquer ça un petit peu pour les gens qui nous écoutent? C'est certain, dans une vie professionnelle, il arrive toutes sortes de défis. Je peux dire, en effet, comme tu l'expliques bien, dans ces années-là, il est arrivé vraiment comme un peu un cadeau du ciel, hein, parce que en effet, comme j'expliquais tantôt, on n'avait jamais notre place au soleil dans des belles appels d'offres, les commissions scolaires, les aéroports et autres. Et par le fait même, bondit la commission d'enquête, la commission Charbonneau. OK? Et ceci, bien, veut pas, a pris peut-être quelques années par la suite à changer les choses, mais enfin, plusieurs donneurs d'ouvrage ont compris qu'il était intéressant peut-être de trouver d'autres entreprises comme la nôtre. Et on se comprend que, comme je disais, de 93 à ces années-là, certaines entreprises avaient un bassin, une banque de données d'entreprises qui se sont, à un moment donné, fusionnées année après année. Donc, on avait beau parler à des entreprises publiques, par le public X, sans les nommer, et leur dire en disant, « Hey, regardez, là, vous aviez 8 consultants à l'époque. Maintenant, c'est pratiquement 1 et 2. Pourquoi vous ne pouvez pas additionner groupe ABS dans votre groupe? » Et on se faisait répondre, « Ah, ça va bien avec ceux que nous avons actuellement. Pourquoi on cherchait ailleurs? » Donc, le problème, c'était frustrant pour moi, mais j'étais un gars qui n'a jamais lâché, qui ne lâche jamais. Et cette commission Charbonneau-là a vraiment ouvert des portes très, très intéressantes. Et c'est donc fascinant parce que autant que ça a été la fin pour plusieurs entreprises, pour des raisons évidentes de collusion, de corruption, comme on a tous été capables de voir, ça c'est de l'information qui a été rendue publique, vous finalement, tranquillement, on pourrait dire, là, paradoxalement, et je force le trait un petit peu ici, mais les nuages se sont dispersés, tranquillement le soleil est venu sur vous et on vous a invité sur des appels d'offres. Donc peut-être si tu peux situer, encore une fois, on a parlé du début des années 2000, une trentaine d'employés. La commission Charbonneau, je pense qu'elle se met en place début des années 2010 ou fin des années 2000, à peu près dans ces années-là. Donc, il y a dû avoir un tournant, un déclic à un moment donné, qu'il y a eu une accélération de croissance un peu. Est-ce que tu peux nous ramener à ces années-là? C'est certain qu'à ces années-là, mais là, la croissance, je vous dirais que de ma première année en 93, qu'on a fait, je pense, 28 500 de chiffre d'affaires, hein, qui est drôle, j'aime ça en parler aujourd'hui. Mais la croissance a été toujours quand même assez progressive, linéaire, sans avoir de recul. Donc, on se préparait toujours à ça. Mais c'est certain que quand est arrivé ce boom-là, ben, c'était de me remettre moi en question sur comment être en mesure de continuer cette croissance-là, toujours en gardant le thème d'être la référence, d'être les meilleurs sur le marché, d'offrir un service à clientèle exceptionnel. Ça, du jour 1, c'était incontournable. Et c'est encore, je pense, aujourd'hui incontournable les entreprises de services qui sont en affaires. Donc, moi, vraiment, c'était de m'entourer des meilleurs. OK? Je pense que j'étais, un peu chanceux ou avant-gardiste de le faire. Et surtout, de faire par d'autres les choses qu'on aime moins. Pas qu'on est moins bon, mais qu'on aime moins et toujours sous surveillance. Donc, je pense que c'est une façon qui a toujours été ma façon de faire et qui a fait que ça génère une croissance par les embauches, par ajouter des équipes en ressources humaines, qui est très importante dans une entreprise comme la nôtre, des équipes en communication et sans oublier aussi les équipes d'appel d'offres, hein, parce que quand est arrivé après les années 2010, on s'entend qu'il y avait la question
pourquoi que c'était difficile avant cette commission d'enquête-là, c'est qu'il fallait souvent passer une note de 70 pour obtenir des mandats, ou certains donneurs d'ouvrage, c'était que sur une note de 100 Et quand tu obtiens toujours des notes de 65, 68 pendant plusieurs années, tu te dis, j'y arriverai jamais à passer une note de 76. Donc, la commission d'enquête nous a aidés un peu là-dedans. Et par le fait même, par la suite, bien, des équipes d'appel d'offres qu'on appelle se sont penchées sur la situation de dire, Daniel, on est toujours dans les notes de 75-80, dans les gros donneurs d'ouvrage, qu'on doit avoir une note la plus haute possible. Et on réussit, entre eux, à obtenir des notes beaucoup plus élevées sans obtenir des mandats. Comme je mentionne souvent, je trouve ça toujours un peu drôle qu'à un moment donné, moi, ça, j'avais des notes peut-être de 75-78, quand ceux qui obtenaient des mandats avaient des notes de 85. Et quand on obtenait une note comme de 78, on était quatrième, il y a presque une bouteille de champagne qui s'ouvrait au bureau. Moi, je ne comprenais pas. Là. Je dis, on vient d'obtenir 2 points de plus. Mais moi, on me disait, mon équipe, faites-nous confiance, puis un jour, on va obtenir des mandats. Et un pas à la fois fait qu'aujourd'hui, on a probablement les plus beaux mandats qui se donnent au Québec. Et donc, situe-nous un peu en termes de grosseur d'organisation. 2015 environ, vous étiez rendu à peu près à combien quand les appels d'offres ont commencé à venir à votre attention, vous les avez gagnés? À quelle vitesse là, vous avez accéléré? Je pense que dans les années environ 2015, on pourrait être environ 200, 250. Quand même. Ça commence à être important. C'est certain que quand on dit toujours une croissance qu'on recherchait dans l'ordre de 10 bien, on s'entend qu'au 6-7 ans, on double. Hein? Donc, pour ça qu'aujourd'hui, comme je dis, on est rendu à 700, 750, peut-être un petit peu plus dans cet ordre-là. Donc, c'était vraiment un cheminement de croissance organique. Hein? Je dis toujours que Groupe ABS a été fort toujours dans les croissances organiques. On a fait peu d'acquisitions. On a fait quand même quelques-unes qui ont été importantes, stratégiques, que ça soit Calilab, que ça soit Technorem, qui ont une sommité au niveau de décontamination de tissus, recherche en eau et autres. Mais c'est que quand tu es gestionnaire comme une entreprise, c'est qu'il y a la culture qui doit toujours demeurer. Et une culture de croissance organique, pour moi, est facile à une personne à la fois, formation, s'adapte. Et je vous dirais encore aujourd'hui, les meilleurs, pas pour me dire peut-être les meilleurs, mais les plus grands gestionnaires, on a peut-être 40, 50 chez ABS, c'est des personnes qui sont chez nous depuis 20 ans, 25 ans, 15 ans. Donc, on participe d'une culture de « je sors d'école, je veux faire des choses intéressantes ». Et on a été, je vous dirais, le succès a été moins bon dans des personnes qui fait que on embauche des personnes seniors qui viennent de l'extérieur, des fois difficulté à entrer dans notre culture. Donc, c'est un peu ça. Donc, la façon organique, malgré un peu d'acquisition, a été beaucoup le succès d'ABS. Donc fascinant, parce que on parle avec tellement d'entrepreneurs sur le podcast et on va en venir un petit peu de la croissance par acquisition, mais qui sont dans le service. Et on dirait que très souvent, on s'empresse à rentrer dans de l'acquisition parce que force est d'admettre que du service, à un certain point, pour aller chercher plus de croissance, tu as besoin de plus d'employés parce que, essentiellement, tu vends un nombre d'heures à la fin de la journée. Soyons honnêtes, peu importe dans la manière qu'on structure notre offre. Donc, à un certain point, trouver ces employés-là devient complexe. Tu achètes l'organisation, tu achètes la base de clients en même temps, et bon, on est capable de faire un pas par en avant. C'est une vision classique, c'est un mécanisme grandement utilisé que vous avez utilisé, mais vous, ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que tu t'intéresses, on pourrait dire peut-être, ou que tu exécutes autour de cette croissance par acquisition. Est-ce que ça a été intentionnel? Est-ce que même il y a très longtemps, tu voulais faire de la croissance par acquisition? Comment tout ça a mûri dans ta tête de dire on fait de la croissance organique et tranquillement, peut-être, regardons pour des nouvelles entreprises qui pourraient s'intégrer à notre groupe? Certain, la première acquisition que nous avons faite, c'est Joyal Environnement, sûrement dans les années, peut-être, comme on dit, un peu avant la commission d'enquête, là, dans les années 2007, 2008, peut-être, là, je peux me tromper. Et c'était pour avoir la chance d'être sur l'île de Montréal. Okay? Donc, même si tu avais la compétence de faire le travail, de vérifier le béton, le pavage, des choses comme ça, l'exigence faisait qu'on devait être sur l'île de Montréal. Donc, c'était la première acquisition, Joyal Environnement. Et aussi, par le fait même, nous n'étions pas une entreprise spécialisée en environnement. Donc, en tant que tous les expertises qu'on a ajoutées, soit qui ont été un peu travaillées par moi-même au départ,
Et par la suite, donc Joyal a été un tournant important parce que c'était les premiers mandats de la Ville de Montréal qui étaient arrivés dans les années 2012, 2013, 2014. Et par le fait même, aujourd'hui, est un donneur d'ouvrage très important. C'était la première acquisition. Et quand je disais tantôt une croissance de 10 quand on écrit un plan d'affaires, pour moi, c'est écrit un petit peu un rêve au début de l'année. OK? C'est pas quelque chose qui est obligé de se faire. Il faut que ça se fasse quand même dans une structure, dans une fondation solide. Heureusement, on a toujours réussi à peu près à le faire, notre 10 de croissance. Mais ceci dit, par la suite, on dit, bien, si on veut un jour multiplier un peu, être de plus en plus intégré, bien, on devra probablement faire des acquisitions ou des entreprises qui vont faire appel à nous, dire, on aimerait joindre votre groupe qui est québécois, canadien, qu'on veut demeurer. Et je pense que c'est la façon incontournable du futur d'être intégré comme entreprise. Là. Non, absolument. À un certain point, tu ne peux pas tout bâtir par toi-même parce que ça peut devenir complexe, ça peut être long et à un certain point, on veut accélérer un peu vite. D'ailleurs, quelle a été ta vision autour de ça? Est-ce que quand tu t'es mis à vouloir intégrer d'autres organisations à ton groupe, c'était davantage pour étoffer l'offre de services, te parler d'une acquisition qui a été faite de manière stratégique pour être sur l'île de Montréal? Est-ce que dans votre catégorie, les acquisitions sont davantage pour avoir des emplacements géographiques qui nous permettent par la suite d'aller soumissionner pour des appels d'offres? Quelle est la vision derrière tout ça? Mais pour moi, comme je dis, le peu qu'on a fait, là, qu'on parle que probablement dans le moins du 5 ou 10 de la croissance de l'organisation, c'est certain que quand tu fais, pour moi, pour Groupe ABS, la direction, lorsqu'on fait une acquisition, une entreprise qui joint à nous, c'est soit pour aller chercher un territoire que nous ne sommes pas, soit aller chercher un service qu'on n'a pas qui est une demande du client, OK? Et souvent, ça peut être aussi un beau CV d'entreprise pour obtenir des beaux mandats, OK? Parce que les gros projets de ponts, tunnels, aéroports, ça fonctionne par des CV d'entreprise. Donc, c'est très vendeur auprès de la clientèle. Donc, ne pas demeurer dans le quotidien. Donc, c'est un peu ça. Mais on va continuer à regarder ça. On pourra peut-être parler un petit peu plus tard du futur d'ABS, mais pour l'instant, c'était un peu la façon. Mais j'aime mieux parler de croissance organique quand même, malgré que des super bons talents se seront joints à nous. Mais on parle d'entreprises de quoi? De 25, 30 personnes. C'est pas énorme. Mais pour moi, il faut se faire la main, comme on dit, avec des entreprises de ce grosseur-là. Plus facile à communiquer, plus facile à voir les erreurs qu'on peut faire dans l'intégration. Et par le fait même, après, lorsqu'un jour on fera une intégration d'une entreprise avec nous plus importante, bien, on va savoir comment faire bien les choses. Hein. Bon, dans ce cas-là, tu m'ouvres la porte. Parle-moi un peu de croissance organique. Dans ce cas-là, comment vous arrivez à continuer à faire cette croissance? Tu nous as parlé que les mécanismes de votre côté sont très orientés au niveau des appels d'offres. Donc, quand ces appels d'offres sont mis sur la table, est-ce que ces organisations-là, ces instances publiques, ces grands joueurs-là qui cognent à vos portes, est-ce que c'est vous qui devez aller déclencher un petit peu un intérêt de leur côté? Comment ce mécanisme d'aller chercher ces nouveaux mandats se fait de votre côté? Bon, comme on dit, les appels d'offres viennent à nous par comme on dit, que ce soit Constructo et autres, OK, viennent à nous. Et certaines fois, c'est des invitations, certaines fois, sont publiques. Et on doit préparer un dossier qui est souvent sans prix, qui est expérience de la firme, expérience chargée de projet, savoir un peu de qu'est-ce qu'on a fait justement dans le même métier que la proposition. Mais ceci dit, tout vient quand même de le personnel qu'on a à l'interne. Donc, quand on dit tantôt la croissance et comment s'assurer de garder cette croissance-là, bien, c'est de bien prendre soin de notre personnel. Puis moi, ça a toujours été le plus important et avant tout, c'est de prendre soin de notre personnel. Par le fait même, il y a à peu près 5 ans, on a ajouté un membre de sélection que moi, j'appelle notre docteur bonheur, catalyseur de bonheur chez nous, qui est une personne qui s'assure d'appeler tous les nouveaux employés, les anciens employés, de voir s'il y a conflit et nous apporter ça au comité de sélection aux 2 semaines pour dire, OK, il y a des petites choses à améliorer. Et ça, c'est sans aucun doute un succès de notre organisation qui devrait être multiplié dans plusieurs entreprises du Québec. Parle-nous un peu peut-être de ton staff dans ce cas-là, parce que tu nous dis que beaucoup de gens sortaient de l'école, qui sont encore avec toi aujourd'hui au niveau de la direction. Comment tout ça, tu as été capable de
le construire à travers les années? Parce que bâtir une culture au niveau de la formation, au niveau de la croissance de son propre staff, c'est intéressant, c'est alléchant pour beaucoup d'organisations, mais c'est très difficile. On doit être très intentionnel autour de ça. On doit bâtir la bonne structure, la bonne fondation. Comment vous y êtes pris de votre côté? Comme je disais tantôt, quand on prend des personnes qui sortent de l'école et qu'on donne du bon mentorat, donc moi, l'important, c'était toutes les personnes qui sont additionnées, qui ont pris de l'expérience d'entreprise, c'est s'assurer de donner du bon mentorat à des jeunes et toujours se souvenir de faire ce qu'on dit, OK? Et suivre ces personnes-là et poser des questions. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Et malheureusement, si tu ne poses pas la question, souvent, tu n'as pas la réponse et tu t'aperçois que la personne, elle est changée de métier. Mais si tu poses la question en disant, un jour, j'aimerais devenir un gestionnaire, tu avais plus un chantier ou autre. Donc, ça va de soi que à ce moment-là, c'est une personne qui va demeurer dans l'organisation. Donc, de se rencontrer, d'étudier les façons de faire de tous, mais il faut y mettre du temps, mais pour moi, il faut que moi ou tous les employés, si possible, aiment son travail autant que ses activités. Si on va jouer au golf, si on fait du vélo et autres, pourquoi on ne pourrait pas aimer son emploi autant que ça? Mais c'est des choses que moi, je m'arrête et encore aujourd'hui, ça fait partie probablement plus que 50% de mon travail, c'est s'assurer du bien-être des employés chez nous. Et si le bien-être est, moi le premier, 32 ans, c'est encore, tu retournes, on va dire, t'es président, c'est facile. Non, ça n'a pas toujours été facile. Quand je rentre des fois le matin, il peut y avoir une petite mise en demeure, un accident de véhicule, un employé qui veut quitter, mais je n'ai jamais entré au bureau d'une façon que ça ne me tentait pas. OK? Donc, j'essaie justement, avec tous les plus seniors chez nous, d'atteindre cet objectif-là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Et comment on s'y prend? Parce que c'est pas facile de faire en sorte que tout le monde tombe tranquillement en amour avec leur travail. Est-ce que tu as des trucs, des astuces, des choses que vous avez mis en place à travers les années? Tu parlais de ton docteur bonheur. Est-ce qu'il y en a d'autres, des trucs que tu pourrais partager à notre audience? Mais je pense que l'horaire de travail flexible, quand l'entreprise peut se le permettre, c'est incontournable. Essayez d'opter sur des heures 35-40 heures et non pas comme du 60-80 heures pour permettre justement aux personnes de bien diviser un peu leur vie, qu'on pourrait peut-être parler tantôt, que moi je pense que c'est le secret du succès, de mon succès, par exemple, si je peux le dire comme ça. Mais si on veut que quelqu'un soit productif, soit heureux au travail, ben il faut qu'il arrive au travail avec le sourire. Il ne faut pas qu'il soit à 6 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir et travailler 6 jours par semaine. Oui, c'était cette méthode-là dans les années 93, mais plus aujourd'hui. Et ça va de soi,
Antoine, s'adapter aux générations. Les générations d'aujourd'hui ne sont pas, des fois on parle des X, des Y, il y a plein. Moi, je pense qu'il faut écouter toutes les générations. Nos générations d'aujourd'hui sont tellement performantes sur l'informatique. Les façons d'apprendre à l'école sont différentes. Les jeunes m'impressionnent, c'est incroyable. Donc, écouter ce monde-là et s'assurer que ça soit dans un mode de gestion de collaboratif. Pour moi, le mot patron n'existe plus. Il ne faut pas que ça existe. Tu n'as pas de patron. Ah ouais, mais c'est lui. Non, non. C'est un collaborateur. J'ai besoin autant de la personne qui fait la réception que le commissionnaire qu'un docteur en béton, moi. Donc, quand tu travailles d'une façon comme ça, bien, tu insistes l'intelligence collective d'une organisation à discuter ensemble et non pas, comme moi, une tête en 93 qui est devenue un petit comité de direction de quelques personnes des années début 2000, qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir 700 personnes qui peuvent amener des idées, qu'on peut discuter et accélérer une entreprise comme la nôtre. Donc, c'est pour moi un des secrets importants là, pour aujourd'hui, pour le futur de nos entreprises. Et tu parlais un petit peu d'horaire flexible. Qu'en est-il, toi, de ta vision sur tout ce qui est travail au bureau, travail à distance? Comment tu embrasses le tout? Moi, je vous dirais un autre cadeau que malheureusement est arrivé, c'est la pandémie. Hein? Donc, nous, on a quand même investi énormément sur tout ce qui est TI chez nous, sur tout ce qui est programmation. Donc, on s'est aperçu que quand tu as un bon système de TI au niveau, dans tout ce que tu peux penser en ERP, que la personne travaille chez elle, qu'elle travaille en vacances au Maroc ou qu'elle travaille dans son bureau, tu es d'accord avec moi, Antoine, si elle travaille dans son bureau, porte fermée, elle peut être encore moins performante qu'être chez elle donc, ou qu'être chez lui. Donc, pour nous, je n'aime pas du tout l'idée de certaines entreprises qui exigent que le mercredi et jeudi, que tout le monde soit là. Non, c'est de dire oui, c'est une bonne idée parce que c'est le fun de se revoir ensemble, de jaser et automatiquement, plusieurs expertises chez nous vont se retrouver des fois le mercredi là, le mardi et décident. Mais c'est pas une nécessité et c'est qu'avec l'informatique aujourd'hui, puis tantôt on pourrait leur parler aussi de l'intelligence artificielle, voyons donc, c'est plus nécessaire. Je veux dire, surtout pas dans un domaine de service. On ne peut pas le faire pour un technicien de chantier qui s'en va faire payer dans le béton le matin, on se comprend bien, mais quand même, on peut le faire dans plusieurs autres opérations de notre organisation. Ben écoute, c'est exactement une vision que je partage et que beaucoup de chefs d'entreprise partagent en 2025, qui est une bonne approche à prendre. Donc, bon, on parle un peu, on a vu cette croissance organique-là. Tu nous parles de la dynamique que tu as installée à l'interne pour bâtir des équipes qui sont performantes du moment que les gens sortent de l'école jusqu'à ce qu'ils puissent intégrer même ton comité de direction. Les années passent, les années avancent, et bon, dans les derniers mois, et j'imagine que ça a été officialisé dans les derniers mois, mais j'imagine que ça se tramait en coulisses depuis quand même plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Vous avez un nouveau joueur qui est venu vous porter main forte, le groupe Ginger, qui est d'ailleurs, l'entreprise Ginger, qui est d'ailleurs, je crois, propriété de la firme Sagard, qui est une des plus grosses firmes d'investissement au Québec, dirigée par la famille Desmarais, qui est venue cogner à vos portes, qui s'est intégré, pardonne-moi, dans le Capital Action. Comment tout ça s'est mis en place? Parce qu'au vu de mes recherches, je pense que Ginger est dans une catégorie similaire à la vôtre, peut-être un joueur qui est quand même plus gros, à peu près quasiment 3000 employés installés en Europe. Comment ces discussions-là ont commencé entre vos deux parties? Tu comprends, Antoine, depuis plus de 20, 32 ans d'entreprise, depuis plus de 20 ans, je suis sollicité par plusieurs types d'entreprises qui aimeraient faire l'acquisition d'ABS, ça va de soi. Et des entreprises de services comme nous, il y en a de moins en moins. Donc, tout bonnement, il y a à peu près un an et demi, comme à l'habitude, on recevait un appel ou deux par mois sur des entreprises, que ce soit des fonds d'investissement et autres. Et par exemple, il y en a un qui arrive justement, qui est vraiment un laboratoire qui fait la même chose que nous. Bon, ça me rejoint, mais j'ai toujours dit, moi, là, les ressources québécoises, les talents du Québec, ça doit demeurer ici. Donc,
je m'informe un peu et en effet, l'actionnaire majoritaire, comme tu le dis, c'est l'équipe de la famille Desmarais, qu'on doit être fiers au Québec. Donc, on n'entend pas beaucoup parler, mais on sait qu'ils sont là, mais c'est comme on dit, c'est très important. Donc, ils possèdent beaucoup de choses. Exactement. Faut comprendre que j'ai une équipe autour de moi très jeune, donc je dois penser aussi un peu à eux. Une valeur d'entreprise qui devient de plus en plus importante. Et moi, j'aime ce que je fais, comme je disais tantôt, et je veux continuer à travailler longtemps. Mais quand on travaille longtemps, organique, c'est une chose. Je crois qu'au Québec, on peut encore jusqu'à doubler facilement notre chiffre d'affaires. Un jour ou un autre, il faut se mettre à l'évidence que s'il y a eu des acquisitions importantes, que ce soit au Québec ou ailleurs, bien, il faut investir. Hein, il faut investir. Et si tu as le choix entre avoir un partenaire qui est Ginger ou Sagard ou avoir un banquier, bien, j'aimais mieux que ça soit une entreprise qui comprend notre réalité. Donc, l'important pour moi, c'est de garder les mains sur le volant, OK? D'avoir, mettons, un droit de veto sur plusieurs décisions et non pas dire un jour, tout simplement, cette entreprise-là ferme ou est vendue à un fonds d'investissement quelconque. Donc, on sait des choses qu'on s'est bien arrêté, qu'on s'est entendu de dire, regardez, voici nos objectifs. Et on se rejoignait bien. La langue aussi, hein, ça va de soi. Hein, quand on parlait avec autant nos partenaires maintenant français de Ginger, la langue nous rejoint. Et ils nous ont dit tellement souvent, avant transaction, on n'est pas là pour changer rien. Et on n'y croyait pas. On est toujours là à dire, bon, ils vont-tu m'amener quelqu'un de l'extérieur, dire, hey, une petite tape dans le dos, on va dire, regarde ça, fais ci, fais ça. Et ça, je veux m'assurer de ça parce qu'autant moi, toute l'équipe qui m'entoure au niveau gestionnaire, on se met assez de pression, on performe bien, on réussit bien, d'avoir des idées de croissance, comme par exemple, Ginger a une belle équipe de formateurs, formation, qu'on n'a pas chez ABS. Hey, drôlement intéressant de former des institutions ou bien des entrepreneurs sur des façons de faire. C'est un service qu'on ne fait pas. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille actuellement. Donc, la collaboration est là. Veut pas les fonds du futur. Hein, quand Sagard a dit, ben nous, si vous avez besoin de fonds, on est là. Drôlement plus intéressant qu'envoyer ce financier et dire aux banquiers, il faut dire qu'on a toujours lu, on a encore un côté administratif très solide dans l'organisation. Mais imaginez-vous comment c'est plus facile que dire, hey, un partenaire, fais-moi confiance, ce groupe-là qui veut nous rejoindre, et non pas juste que nous, on veut rejoindre. Ils sont partants. Je suis très, très fier. Je suis fier de ça. Et curieusement, comment que tout le monde au Québec semble être fier pour nous. Et si le monde sont fiers pour nous, ça veut dire que c'est une belle association. Et par le fait même, le monde ont compris la raison du pourquoi dans les podcasts que j'ai faits ou les mots que j'ai faits à l'interne et à l'externe. Et essaye de décortiquer un petit peu je vais prendre un pas de recul, puis je vais te féliciter pour ça, Daniel. C'est exceptionnel ce que vous avez été capable de faire, de bâtir cette organisation-là, d'intégrer un joueur de la sorte et de donner un nouvel élan de croissance. Donc, toutes mes félicitations ici. Si on décortique un petit peu l'association, parce qu'il y a plusieurs associations comme ça qui se sont faites dans le passé, un partenaire arrive, on laisse le propriétaire existant contrôler son organisation, mais on injecte du capital, on rachète également du capital action pour littéralement être perçu comme un partenaire. De ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tu es encore le président, c'est que c'est encore ta vision d'organisation, vous semblez avoir votre indépendance sur vos décisions. Comment Ginger s'intègre tout de même dans tout ça? Parce que, bien entendu, ils sont investis, mais quel travail font-ils? Comment que ça change un petit peu de ce qu'il y avait avant? Ben pour lui, on comprend que c'est un mode collaboration aussi. C'est certain que entrer en Amérique du Nord avec nous, c'est un gros wow pour eux. Pour nous, comme tu mentionnais, la plupart, sans nommer les grosses acquisitions qui sont faites dans l'ingénierie, je pense que c'est assez facile de les nommer sans les nommer, c'est toujours des acquisitions complètes. Donc ça, pour moi, c'était clair, il ne fallait pas que ce soit complet, parce que complet, je deviens tout simplement, moi, mes associés du passé ou actuel, et surtout les associés futurs de l'organisation, deviennent des travailleurs. Donc oui, il peut y avoir les bonnies, oui, il peut y avoir plein de choses, mais c'était pas mon objectif, c'est pas l'objectif de mes associés. Donc, tout simplement, de laisser aller une partie de la pointe de tarte, OK, importante qu'elle l'est ou pas, mais c'est quand même... Et moi,
je peux vous dire que je crois actuellement, sans trop me tromper, que je suis encore l'associé individuel le plus important, OK? Parce que quand on parle de fonds, ben c'est plusieurs personnes, c'est des groupes, et même le président Ginger me disait lors de la transaction, Daniel, j'aurais aimé quasiment monter des choses comme toi de zéro. OK, lui, ils ont fait beaucoup d'acquisitions, il est arrivé, mais c'est tellement enrichissant de monter quelque chose de zéro et de pouvoir continuer. Et comme je disais tantôt, je ne vois pas la journée que je vais arrêter parce que ça fait partie de ma vie. Groupe ABS, mon travail fait partie de ma vie. Donc, pour eux, ce qu'ils nous disent, puis justement, on s'en va faire un petit tour chez eux prochainement. Et c'est vraiment collaboration, en quoi qu'on peut s'aider. On a déjà beaucoup d'échanges entre nous, de nos équipes qui sont stratégiques sur qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on ne fait pas, en quoi qu'on pourrait obtenir un mandat ensemble en Australie d'un pont. Donc, imaginez-vous le nombre de ressources additionnées ensemble qu'on peut aller chercher partout éventuellement sur la planète, des mandats qui sont toujours donnés par appel d'offres professionnels avec les meilleurs de l'industrie. Donc, de ce que je comprends, tu es encore en charge, tu es encore un actionnaire qui possède l'actionnaire quasiment principal parmi tous les différents actionnaires dans l'organisation. Donc, on vous donne le moyen de vos ambitions, on pourrait le dire ainsi. Et également aussi, pour toi, tu sécures une partie de ce 32 ans-là que tu as mis à l'entreprise. Je veux dire, à un certain point, il faut aussi, en tant qu'entrepreneur, être capable de cristalliser, on pourrait dire ça comme ça, certains efforts, certaines actions qu'on a mis en place depuis 32 ans. Là. Oui, tu as raison. Là. C'est sûr que faut se le dire. Hein, quand on dit pendant 32 ans, tu as réinvesti toujours dans ton entreprise. Moi, mes associés ont toujours été d'accord que se verser des dividendes ne faisait pas partie des décisions de notre entreprise. Oh, wow. On a toujours, pendant 32 ans, investi. Et je peux te dire, Antoine, à combien de reprises, puis encore même aujourd'hui, des salariés plus hauts que moi, il y en a eu, puis il va en avoir. C'est certain que quelqu'un va me dire c'est pas pareil au niveau des actions, mais au niveau des salariés, ça demeure qu'on paye quelqu'un pour son salaire et l'actionnariat, pour moi, c'est quelqu'un qui va bien au-dessus. OK? J'ai toujours dit comme mentor à mon monde, si vous pouvez payer quelqu'un énormément plus élevé que la moyenne pour le garder, faites-le. Mais si la personne, elle est incontournable dans un marché, à ce moment-là, réfléchissez pour l'avoir comme actionnaire, comme partenaire avec nous. Donc, mais c'est bien dit, Antoine, c'est exactement ça. Et tu parles d'avoir des associés avec vous. Quelle a été ta dynamique d'associés jusqu'à l'arrivée du groupe Ginger? Est-ce que tu as ouvert ton capital action à des employés clés? Comment tu as structuré le tout? Moi, je vous dirais, ma recette à moi, puis j'ai toujours été, et je vous dirais, à quelques exceptions près, ça a toujours été des cristallisations, nous tantôt des gels. Donc, j'ai jamais demandé à une personne d'investir. OK? On le sait aujourd'hui, hein, qu'on parle de la génération des années 2000, OK, qui était une mode de dire tu veux embarquer comme actionnaire, bien parfait, donne-moi tant de dollars, je te remets tant d'actions et tout ça. Donc, nous, ça a toujours été la méthode d'un gel. Donc, par exemple, si l'entreprise vaut 1 million, bien, on la gelait à 1 million. Et le lendemain, on avait les nouveaux actionnaires qui rentraient avec un pourcentage X. Et dans le temps, bien, on payait tranquillement les anciens actionnaires pour devenir, avec le nouveau groupe, des partenaires à part différents. Et on a fait ça quand même, je dirais, peut-être 4, 5, 6 fois depuis 20 ans. Et nous, je dis, rien de mieux que partager tes avoirs, partager, parce que beaucoup de belles entreprises au Québec ont un associé plus que majoritaire, pratiquement unique. C'est pas dans ma culture. C'est pas, dire, partage, encourage et automatiquement, toi-même, ça va tellement t'aider, te libérer du stress et justement aussi accumuler des biens plus rapidement. Intéressant. Et donc, ça, tu le faisais avec des employés ou des investisseurs? Ça a toujours été des employés. Été des employés. Jamais aucun employé est arrivé ici sans travailler au moins 3-4 ans avant d'être associé. Comme on dit, il faut toujours se connaître au moins 4 saisons, 2 à 3 fois. Hein? Notre humeur dans les fêtes, comment est notre humeur l'été, comment est une humeur quand le stress est au haut niveau au mois d'août versus très tranquille des fois au mois de janvier. Et là, tu apprends à connaître les différentes personnes. Et puis,
Moi, ben, c'est certain que s'entourer, ça passe par l'attitude. Hein. Si tu as une bonne attitude, tu peux apprendre, tu peux t'améliorer. Tu n'as pas une bonne attitude, ça ne fait pas partie de notre groupe. OK? Si tu veux t'améliorer, j'ai tantôt notre docteur Bonheur et autres, il est là pour ça. Mais malheureusement, des bonnes personnes ont dû nous quitter, qui étaient les meilleurs de l'industrie au niveau technique, mais si tu n'as pas une bonne attitude, tu ne fais pas partie de la famille, malheureusement, tu ne peux pas rester avec. Ouais. Et peut-être combien d'employés à peu près vous avez été capable d'intégrer à travers les années? Un chiffre environ? Là? Je vous dirais une dizaine. Là. Présentement, on est Quand même. Présentement, on est 8 avec Ginger. Ginger en est un, plus on est 7, donc 8 total. Dans le Quand passé, même. 1, 2, 3 autres qui ont resté quand même quelques années. Et quelques-uns, des fois, vont réorienter leur carrière ou des fois, peut-être certains vont décider de retourner dans leur pays, simplement. Ça. Et toi, de ton côté, dis-moi là-dessus, Daniel, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu sens que ça a été primordial pour garder des gens dans ton organisation, que si tu n'avais pas fait ça avec des employés clés, peut-être seraient-ils partis? C'est une bonne question. Je ne m'arrête pas, Antoine, sur associer quelqu'un ou donner un boni immense. Est-ce que c'est de le garder? Non. Pour moi, la personne, il faut qu'elle démontre qu'elle fait partie de la famille, elle aime ce qu'elle fait et puis qu'elle va être là pour longtemps. Et ça se sent. Hein? C'est comme on dit, c'est un feeling qui se sent bien. Et oui, ça va de soi que la personne qui est associée a une convention d'actionnaire bien signée, ça devient très solide. Mais si tu fais ça en voulant seulement garder la personne et tu le sens que la personne n'est pas 100% dédiée, un jour ou un autre, ça va devenir une défaite. Donc, faut pas baser ça sur le cas de dire on veut garder la personne, on l'associe. C'est loin d'être un point à considérer dans une croissance d'entreprise. Donc, ça se fait, et on va réutiliser un terme que vous connaissez beaucoup, un petit peu de manière organique. Et tranquillement, on discute et on arrive à une association selon certains termes qu'on met de l'avant, comme tu l'as mentionné. On arrive à une valeur d'entreprise, on cristallise. Par la suite, il y a pas un ménage au niveau de l'actionnariat, mais il y a des discussions à savoir est-ce que les anciens actionnaires restent les mêmes actionnaires, est-ce qu'il y en a qui partent, est-ce qu'il y en a qui restent, est-ce qu'il y en a qui arrivent à la prochaine étape, la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Et tu le fais plusieurs fois à travers les années jusqu'à l'arrivée, bien entendu, du groupe Ginger. Est-ce que ça change un peu la structure pour la suite? Est-ce qu'il reste encore de la place dans le capital action ou ça, c'est quelque chose du passé avec l'arrivée d'un nouveau joueur? Je vous dirais qu'on l'a adressé un peu avec Ginger avant même qu'il soit avec nous. Et même depuis ce temps-là, c'est une question qu'on se pose à tous les 2 mois au comité des élections d'intégrer déjà des nouvelles personnes. C'est certain, pour moi, ça ne change rien. Ça fait partie. Et il faut bien retenir, Antoine, que quelqu'un ait 0,5% ou moi qui ai été longuement majoritaire, pour moi, les décisions, il faut qu'il soit unanime pour que je sois heureux ou que l'équipe d'élection soit heureuse. S'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec une décision, ben il faut prendre le temps, il faut délibérer, il faut absolument que ça soit. Et je vous dirais, dans 32 ans de carrière, je ne me souviens pas que j'ai dû ou une équipe a tranché une décision dans quoi que ce soit achat d'équipement, que ce soit une décision d'embauche ou malheureusement de congédiement. Pour moi, ça demeure que le pourcentage d'un actionnaire n'est aucunement directement son pourcentage de vote, comme malheureusement, lorsqu'on va se notarier quelque chose comme ça, on va dire tu as 3% des votes, l'autre de 60%, mais la convention d'actionnaire n'a jamais été faite comme ça. Même si j'étais majoritaire, je devais toujours en avoir 2 ou 3 sur mon côté. Je ne peux pas prendre des décisions seul, donc je tiens à le préciser. Fascinant. Bon, Daniel, là, tu as beaucoup d'expérience. Là. Maintenant, en affaires, tu as bâti une organisation qui est devenue un joueur important. Tu as intégré des associés, tu as vendu une partie de ton organisation. C'est tous des succès assez importants que tu as été capable d'accomplir à travers les années. Je te le redis, mes félicitations. J'imagine que tu dois avoir des apprentissages puis des leçons pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui aimeraient continuer à faire croître leur entreprise. Donc, comme je te l'avais dit la semaine dernière quand on discutait ensemble, on a une audience sur le podcast Hypercroissance d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de gens qui cherchent de passer de croissance à hypercroissance. À travers les années, les meilleurs apprentissages, les plus grandes leçons que tu as faites, les plus grandes erreurs peut-être même également que tu pourrais partager à notre audience, qui pourraient les aider dans leur croissance d'entreprise.
La première chose, Antoine, qui est incontournable, j'en parle à chaque fois que je vais rencontrer un groupe d'employés ou la tournée de sélection, c'est la santé. OK? Il faut qu'un dirigeant, il faut que le monde qui t'entoure soit en bonne santé. Conditionnement physique, il faut que ça fasse partie. Alimentation, que ça fasse partie de ta vie. Et je vous le dis, là, j'ai toujours été en santé, mais là, je suis en très bonne santé. Tellement plus fun, je vous dirais, là, c'est la réflexion, la vitesse d'exécution, la vitesse que je marche dans le corridor. Tout ça fait vraiment une grosse différence dans les décisions. Donc, la santé, c'est une priorité. Et les dirigeants d'entreprise devraient toujours s'assurer de la bonne santé, les talents des personnes qui l'entourent. Par la suite, une chose qui est incontournable pour moi, puis si j'ai un jour j'écris un livre, c'est le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a 168 heures dans ces jours, OK, à faire quelque chose. On en dort, je vous dirais, approximativement 49 heures. Donc, il en reste combien? C'est très technique. Il reste 3 fois 40 heures. Donc, 3 fois 40 heures, c'est pour moi, en moyenne, incluant les vacances, incluant tout, 40 heures pour la famille, 40 heures pour des activités et 40 heures de travail. Si c'est équilibré comme ça, là, tu ne peux pas être malheureux. Tu ne peux pas être malheureux dans la vie et non pas trop de temps juste pour le travail et non pas trop de temps juste pour les activités. Mais ça, c'est très important à garder là, en mémoire. Par la suite, la technologie, l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut que ça fasse partie des comités stratégiques. OK? Il faut vraiment y réfléchir. Ne pas faire ce qui peut être fait par une machine et surtout poser la question à tout le monde en disant pourquoi tu fais ça? Et si la personne te dit ben on me montrait à le faire comme ça, oui, mais pourquoi? Parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Posez-vous la question de dire c'est pas motivant pour une personne Donc, c'est exactement d'avoir une belle vie équilibrée et de faire souvent des réunions avec soi-même. Ce qui veut dire, c'est pas besoin d'avoir de fermer la porte, OK, dans ton horaire et avoir une feuille blanche devant toi au moins 1 heure par semaine et dire qu'est-ce que j'ai fait dans le passé versus qu'est-ce que je voulais faire et qu'est-ce que j'aimerais faire dans la prochaine semaine et les prochains mois. Et quand vous faites ça et vous prenez le temps, par le fait même, on s'entend, hein, prendre le temps et non pas de toujours être surchargé, OK, pour avoir du temps, OK? Et avoir du temps, ça veut dire du temps disponible pour des personnes, pour des clients, et non pas dire non, malheureusement, ça va juste être dans X nombre de semaines. Je peux dire, moi, des fois, j'appelle des personnes qui ont des entreprises de 40 personnes et on dirait que j'appelle le premier ministre du Québec. Enfin, 2 secrétaires, il n'est pas disponible pour moi. Je vous dirais, il faut que chaque personne, incluant moi, ils me disent Daniel, tu es le plus disponible de l'organisation. Okay? Et ça, dans notre horaire, on doit être disponible. Et tu sais, du temps, vous ne pourrez jamais l'acheter, vous ne pourrez jamais l'inventer. OK? On doit rester à notre 35 heures, 40 heures semaine. Et pour moi, je pense que de travailler comme des grosses journées, mettons, en nombre d'heures, lundi, mardi, tu as des grosses journées. Gardez-vous le mercredi après-midi pour relaxer et faire une autre activité si vous pouvez vous le permettre. Tu allez faire le jeudi, gardez-vous plusieurs vendredis pour vous. Ça ne veut pas dire d'être disponible. Moi, quand on me dit je m'en vais en vacances, je ne veux pas être dérangé, j'aime pas ça. Il faut que ton travail fasse partie de ta vie. OK? Donc, que ce soit me faire déranger la fin de semaine, le dimanche et tout ça, bien, il faut que ça soit une culture que ça te fait plaisir de le faire et automatiquement, bien, de ne pas être seulement du 8 à 5 et dire ah, ma retraite, il me reste encore 3 ans et tout ça. Si j'entendrais ça chez nous, je serais tellement triste parce que même quelqu'un à 25 ans, c'est faites immédiatement ce que vous voulez faire à votre retraite. Ah, c'est donc intéressant ce que tu mentionnes. La loi du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Je vais m'en rappeler de celle-là. Ça ressemble à quoi la routine de Daniel Mercier maintenant au travail? Ton rôle a-t-il changé? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Où est-ce que ton temps est investi de manière stratégique en ce moment? Parce que là, je veux dire, tu as une grande organisation, tu as un partenaire qui s'est intégré. J'imagine ton rôle a évolué. Où mets-tu ton temps aujourd'hui? Je vous dirais que même avec l'arrivée de Ginger, je peux pas dire que mes tâches ont changé. Hein. Donc, moi, je suis une personne d'une routine qui se lève tôt le matin. Quand on dit tôt, c'est pas 4h, 5h, c'est environ 6h, 6h30. Ne jamais utiliser le snooze. Ça, c'est faites pas ça. Ça veut dire que c'est une question de rigueur. Hein. C'est une question de dire fais-le, répète-le, ton subconscient va le comprendre et ça va être facile pour toi de se lever le matin. Et en arrivant au bureau, bien, arriver un petit peu, c'est
et non pas arriver dans les dernières minutes. Hein. C'est toujours arriver un peu d'avance, avoir le temps de prendre un petit café, de jaser avec son monde, tout ça. Et après ça, embarquer dans les tâches quotidiennes qu'on doit travailler pour faire évoluer l'entreprise. Je vous dirais, c'est le train-train du quotidien. Et après ça, ben, on dit en fin de journée, aller prendre un lunch ou une petite bière avec, en premier lieu, quelqu'un de l'entreprise versus un client ou versus un ami. Si tu peux avoir un client ou un employé comme ton meilleur ami, j'enlève rien à ton meilleur ami qui est ton voisin, mais drôlement plus enrichissant pour toi, l'entreprise, et pour ton client ou employé. Donc, ça a toujours été un peu mon côté vendeur en disant mes amis, que ça soit faire de la course à pied, que ce soit aller manger. Pour ceux qui le savent, je suis un passionné de course automobile qui vont venir me voir aux courses aux États-Unis ou autre. Ben, c'est toujours mes clients ou des personnes avec qui je travaille. Ah, c'est fascinant ça. Daniel, tu es une personne très inspirante. Je te remercie d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être en savoir plus sur le groupe ABS pour travailler chez vous, en savoir plus sur toi, meilleur endroit pour vous rejoindre. Je vous dirais, moi, je trouve, tu sais, bon, mon courriel, je ne sais pas si vous pouvez l'écrire dans le bas, mon courriel est l'idéal. Mon téléphone, je fais attention un peu, pas que je ne veux pas le donner, il est facilement trouvable sur des sites. J'aime mieux les messages textes, par exemple, parce qu'on a une règle ici qu'il faut toujours répondre dans 4 heures. Et souvent, c'est plus rapide que ça. Donc, un message texte, c'est le fun, on répond rapidement, on revient. Donc, message texte et courriel, c'est la bonne façon. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.